Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle leçon sur le Scheme. Alors, dans cette leçon, on va parler de définition de fonctions. Bien sûr, le Scheme, c'est un langage qui utilise le paradigme de programmation fonctionnelle. On va donc permettre la définition de fonctions. C'est essentiel. Alors, pour ce faire, on va utiliser le mot-clé define. Alors, define, on va ensuite spécifier la signature de la fonction qu'on veut définir, lui donner un nom et la liste des paramètres qu'elle va utiliser. Dans mon exemple, carré sera le nom de la fonction et x sera le seul paramètre que va accepter cette fonction-là. Par la suite, la dernière liste qu'on va retrouver, ce sera tout simplement la définition de ma fonction. Ici, on voit que ma fonction carré va tout simplement multiplier x par lui-même pour obtenir le résultat voulu. Alors, peut-être pour bien comprendre ce qui se passe, on va aller tout de suite vers notre interpréteur Scheme. Et on va d'abord rappeler que pour ce qui est du define, on peut l'utiliser pour définir des constantes. Alors, si je définis 1 comme étant la valeur 1, à partir de ce moment-ci, dans mon espace de nom, je vais pouvoir utiliser 1 comme si c'était le nombre 1, effectivement. Puis on se rappelle qu'en liste, une expression, pour être évaluée, il faut que le premier élément de la liste s'évalue à une fonction. Ici, le symbole plus s'évalue à la fonction d'addition. C'est pour ça que mon plus 1, 2 m'a donné la somme entre 1 et 2. Alors, je l'ai dit, tout ce qui est dans tout ce qui est le premier élément de ma liste doit toujours s'évaluer à une fonction. Alors, par exemple, si je me définis la fonction avec l'opérateur define, si je me définis la fonction différence comme étant la différence entre deux nombres, bien, à partir de ce moment-là, dans mon espace de nom, j'ai diff qui a été défini. Alors, je peux écrire diff comme premier élément d'une liste pour obtenir l'opération de différence telle que je l'ai définie. Alors, diff, l'expression ci-dessus a pu s'exprimer, être évaluée parce que diff s'évalue effectivement une fonction. Alors, n'importe quel terme qui s'évalue une fonction, on peut le mettre en tête d'une liste pour qu'elle soit évaluée. Alors, quoi d'autre on peut imaginer qui peut se retrouver donc en tête d'une liste? En fait, n'importe quelle fonction qui retourne une fonction est candidate à être mise dans une liste comme premier élément d'une liste qui peut être évaluée. Alors, il y a une fonction intéressante qui est la fonction lambda, qui permet donc de créer une liste sans créer une fonction sans avoir à lui donner de nom. Par exemple, je pourrais, avec ma fonction lambda, me définir une liste qui prend 3 paramètres, A, B, C. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait avec ces 3 paramètres-là? Alors, disons qu'on va d'abord additionner les 2 premiers, et puis on va faire la soustraction de ce résultat-là à la valeur de C avec la valeur C, et ça va nous donner notre résultat. Alors, ça, c'est ma fonction lambda. Ma fonction lambda, elle va donc me retourner cette fonction-là. Cette fonction-là n'a pas de nom, donc je dois l'utiliser maintenant. Alors, lambda va me retourner cette fonction-là. Ça tombe bien, c'est le premier élément dans la liste que je suis en train d'écrire. Et pour que cette expression soit évaluée correctement, il faut que je donne au reste de ma liste la valeur des paramètres qui sont attendus par la fonction qui a été retournée par mon lambda. Alors, disons que je fais 3 plus 5 pour donner 8, et on va soustraire 2, qui devrait me donner 6 comme résultat. Alors, vous voyez que j'ai donc créé une fonction sur place, retourné cette fonction, puis l'appliquer sur certains paramètres. Alors, de cette façon-là, j'ai pu utiliser cette fonction-là une et une seule fois, et là, je ne peux plus l'utiliser parce que je n'ai pas utilisé de define. Donc, cette fonction-là n'est pas dans mon espace de nom. En fait, elle n'a jamais eu de nom. Je l'ai juste définie avec l'opérateur lambda.
De la même façon, ce que je pourrais faire, c'est dire, OK, alors à ce moment-là, je peux utiliser le define pour donner un nom à la fonction qui va être retournée par lambda. Alors, je pourrais appeler la fonction, je vais lui donner comme nom FCT. Et qu'est-ce que va être FCT? Ça va être la fonction qui va être retournée par ma fonction lambda. Alors, ma fonction lambda, qui va prendre cette fois-ci, disons, 2 paramètres et qui va tout simplement les multiplier ensemble. Alors, cette fonction lambda-là retourne une fonction qui n'a pas encore de nom, qui fait simplement la multiplication de 2 nombres. Et avec le define, cette fonction-là va maintenant être désignée sous le nom de FCT. Alors maintenant, FCT fait partie de mon espace de nom. Alors là, je vais pouvoir utiliser FCT et de lui donner donc 2 paramètres comme elle s'attend et puis avoir mon résultat souhaité. Donc, vous voyez que finalement, pour se définir une fonction, on a 2 options, hein, utiliser le define avec signature et liste des paramètres, ou utiliser le lambda et donner un nom à la fonction retournée par le lambda. Alors, si je retourne à la présentation, alors on voit bien les 2 façons équivalentes de se définir une fonction. Et encore une fois, l'expression lambda me permet de retourner une fonction qui pourrait être utilisée une fois si on lui donne les bons paramètres, là, si on l'inclut dans une liste avec les bons paramètres. Alors, pour donner un exemple plus complet, on peut voir de quoi pourrait avoir l'air une fonction définie en scheme, pardon. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai défini la fonction qui fait la conversion de Fahrenheit à Celsius. Alors, on lui donne une température et il va appliquer la formule de conversion. Donc, j'ai ma définition. Voilà, je me suis créé ma première fonction en scheme que je peux utiliser par la suite pour faire mes conversions. Alors, je me suis même amusé à définir congélation comme étant le point de congélation en degrés Fahrenheit. Et puis, à partir de ce moment-là, si on fait la conversion, on va obtenir le résultat attendu en donnant comme nombre d'entrées la valeur de congélation. Alors, continuons aussi pour évidemment réaliser qu'en scheme, on peut définir des fonctions de façon récursive. C'est à la base du paradigme de programmation fonctionnelle. On va faire ça tout le temps. Et puis, là, je me suis défini la fonction factorielle qui prend en paramètre un nombre pour calculer le factoriel de ce nombre-là. Et on va faire la définition récursive qui me dit que si mon nombre est plus grand que 0, alors le factoriel de ce nombre-là, c'est simplement n fois le factoriel de n-1. Donc, on va comme ça partir, disons, du factoriel, si je demande le factoriel de 5, on va d'abord calculer le factoriel de 4. Pour obtenir le factoriel de 4, on va calculer le factoriel de 2, on va obtenir de 3, pardon, et ensuite, il va falloir calculer le factoriel de 2, puis le factoriel de 1, pour finalement arriver au factoriel de 0, qui par définition est égal à 1. Et là, on va remonter la réponse. Alors, 1, alors le factoriel de 2, c'est 2 fois le factoriel de 1, donc c'est 2 fois 1. Factoriel de 3, c'est donc 3 fois le factoriel de 2, on vient de démontrer que c'est 2, donc c'est 3 fois 2, 6. Le factoriel de 4, c'est 4 fois le factoriel de 3. Le factoriel de 3 étant 6, on le sait maintenant. Donc, ça va me donner 4 fois 6, 24, et ainsi de suite. Pour le factoriel de 40, vous voyez le nombre que j'obtiendrai. Alors, je peux aussi utiliser des définitions locales de fonctions. Alors, voici une petite fonction un peu plus élaborée où je veux définir la fonction qui me calcule le quadruple d'une variable x. Alors, pour faire ça, on a décidé d'utiliser l'opérateur let. Alors, on l'a déjà dit dans le let, on va commencer par une liste, et cette liste-là, donc ça, c'est mon premier paramètre
à l'intérieur de mon premier élément de mon let, c'est une liste de paires. Alors, la première liste de paires va associer tout simplement l'identificateur double avec ce que va me retourner l'opérateur lambda. Alors, lambda va me retourner une fonction. Alors, la fonction prend en paramètre un x et va faire l'addition de ces deux x-là. Alors, je vais faire, donc ça, c'est ma première paire. Je vais donc faire à l'association entre double et la fonction qui va additionner x avec lui-même. Alors, une fois que j'ai terminé, et là, dans ce lettre-là, il n'y a qu'une seule définition, il n'y a qu'une seule paire. Alors, une fois que j'ai terminé mes définitions, bien, je vais pouvoir évaluer ma fonction et ma fonction quadruple, ou définir ma fonction, je devrais dire. Ma fonction quadruple se définit comme étant le double de x, et le résultat du double de x, on applique encore le double, et bon, bien, on obtient bien le quadruple de x. Et puis, bien, on se rend compte qu'on a défini de cette façon-là la fonction quadruple. Et à l'intérieur de quadruple, on a défini un identificateur double qu'on a utilisé, qu'on a associé à une fonction et qu'on a utilisé pour faire le calcul de double. Mais puisque l'identificateur double est défini à l'intérieur de la fonction, l'identificateur double ne fait pas partie de l'espace de nom global. Donc, si j'essaierais d'appliquer cette fonction-là ou d'appeler cette fonction-là, ben, j'obtiendrais une non-définition, une erreur. Ben, ça s'explique par le fait que seule la fonction quadruple connaît le double qui a été défini à l'aide du let. Remarquez qu'à l'intérieur de la fonction, on aurait pu aussi utiliser un define plutôt qu'un let pour obtenir le même résultat. Alors, parlant du define et du let et de la fonction lambda, alors on a déjà dit que pour se définir une fonction, on peut utiliser une fonction lambda et faire un define dessus. Alors ici, ma fonction lambda va me retourner une fonction, oui, qui prend deux paramètres, un paramètre f et un paramètre x. Et il se trouve que mon paramètre f sera une fonction, et cette fonction-là sera appliquée sur tour à tour x et x, en fait, en utilisant comme paramètre x deux fois. Alors, une utilisation de cette fonction-là, ça pourrait être d'écrire fonction, donc le premier paramètre, ça doit s'évaluer une fonction, et le deuxième paramètre, c'est ce qu'on va utiliser, qui va s'additionner deux fois dans ce cas-ci, ou si on décide de passer le fois à ma fonction, bien, on va faire fois 4, 4 pour obtenir 16. Alors, on voit que, et c'est du scheme, on voit qu'on peut utiliser les fonctions comme des paramètres. On peut avoir des fonctions qui retournent des fonctions. Donc, une fonction, ça se manipule comme n'importe quelle autre variable. On peut faire exactement la même chose ou avoir la même idée avec le let. En fait, regardons d'abord, on va se rappeler comment on va utiliser le let. Alors, vous voyez, j'ai décidé d'associer à X l'atome A avec ce let-là. Et à l'intérieur de mon let, donc ça, c'est ma première liste qui suit mon let, c'est-à-dire que ce sont des paires de définition. Il n'y a qu'une seule paire dans ce cas-ci. Et là, ce que je m'attends à voir à la suite de ce let-là, c'est la définition de ma fonction. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de cette définition-là, j'utilise encore un let à l'intérieur. Pourquoi pas? On peut imbriquer les lettres les uns dans les autres. Et encore une fois, ce let-là, il a besoin donc d'une liste de paires. Alors, c'est ce que j'ai ici. Et en fait, encore une fois, ma liste de paires, s'il n'y a qu'une seule paire, c'est ce que retourne ma fonction lambda qui sera associée à mon f. Alors, ce que je vais pouvoir faire dans ce cas-ci, c'est donc d'appeler f avec donc, regardons plutôt ce que f fait. Alors, f, on lui donne un paramètre x et il va appeler la fonction liste. Hein. La fonction liste me permet de créer une liste avec les paramètres x et y. Alors, x et y, c'est deux paramètres qui restent à être évalués. En fait, on sait déjà que x va s'évaluer à a
y, c'est un paramètre de la fonction f. Alors, quand j'appelle la fonction f à l'intérieur de tout ça, le paramètre en question pour y, c'est b. Donc, je me trouve à vouloir construire une liste dont le premier élément est a et le deuxième élément est b. Alors, c'est pour ça que j'obtiens la liste AB. Alors, on voit que donc on peut imbriquer les choses les uns dans les autres et puis toujours obtenir le résultat souhaité. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce cas-ci, la définition connaît X parce qu'on a défini X à l'aide du let avant, qui précède donc la définition de ce que fait ce lettre-là. Okay? Donc, c'est comme si on avait décidé d'écrire que list s'appelait avec toujours comme valeur ici l'atome A. Et on va ajouter Y, qui est quelque chose à spécifier en paramètre. Et dans mon exemple, c'est B que j'ai utilisé comme atome pour construire le deuxième élément de ma liste. Voilà. Alors, justement, donc, on allait parler de let et de lambda. Alors, cela nous donne donc deux alternatives possibles là, pour se créer des fonctions à appeler avec des valeurs de paramètres dont on veut spécifier immédiatement les valeurs. Alors, le premier cas s'évalue très bien. Hein. J'ai un let. Alors, cette fois-ci, j'ai bien un let qui a plusieurs définitions, donc qui a plusieurs paires. On associe X à 2, on associe Y à 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces définitions-là? C'est le second élément de mon let. On va les additionner tout simplement. Donc, si je demande d'évaluer ce let-là, le résultat va être effectivement la somme de 2 et de 3, puisque X a été associé à 2 et Y a été associé à 3. J'aurais pu faire exactement la même idée, mais un peu inversée, c'est-à-dire utiliser une fonction lambda qui va me définir une fonction qui prend un X et un Y, et puis qui va faire l'addition de ce X et de Y-là. Puis puisque c'est une fonction qui est retournée par cette fonction lambda, la fonction qui fait cette addition-là, il me reste à spécifier les paramètres qui sont les deux nombres que je veux additionner. Alors finalement, les deux écritures que je vous montre ici mènent exactement au même résultat. C'est simplement que dans un cas, on définit, on associe des valeurs à des variables, puis on applique la fonction, alors que dans le second cas, on définit d'abord la fonction, puis ensuite, on spécifie les valeurs pour les paramètres auxquels on veut appliquer la fonction. Donc, voilà une équivalence intéressante là, pour pouvoir se définir une fonction puis l'appeler immédiatement. Alors, continuons avec nos définitions. Alors, je vous donne tout simplement une autre fonction que j'ai définie. Ici, c'est la fonction GCD qui va trouver le plus grand commun diviseur. Alors, dans ce cas-ci, j'ai utilisé le define couplé avec une fonction lambda. On l'a dit, c'est possible. Alors, lambda va me retourner une fonction qui prend en paramètre deux nombres, A et B, et qui va simplement appliquer la définition récursive du plus grand commun diviseur. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit vérifier d'abord si les deux A et B sont égaux. À ce moment-là, ça veut dire qu'on a terminé notre récursivité et le plus grand commun diviseur sera A. Hein, si c'est le même nombre deux fois, c'est certain que le plus grand commun diviseur est ce nombre-là. Et donc, la règle nous dit que pour trouver le plus grand commun diviseur, on va comparer A et B. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est soustraire A de B ou B de A selon lequel qui est le plus grand. Et puis, rappeler récursivement, hein, toujours à chaque fois quand on a enlevé, par exemple, B de A, ben, on va essayer de trouver le plus grand diviseur avec ce résultat-là et toujours conserver notre B. Bon, je vous invite à faire le test. Mais cette définition-là récursive du grand commun diviseur est très commune, très utilisée, et on voit comment on a pu le définir avec notre scheme. Alors, notez que le grand désavantage de l'écriture d'une expression scheme, c'est l'usage abondant des paramètres, des parenthèses, pardon,
qu'il ne faut pas oublier de fermer correctement pour que notre fonction s'évalue correctement. Un mot sur des fonctions un peu spéciales que sont les prédicats. Alors, un prédicat, c'est une fonction qui retourne vrai ou faux. Alors, la convention en Scheme, c'est que tout prédicat se termine par un point d'interrogation. C'est le signal que cette fonction-là va retourner vrai ou faux, hein, qui se représente avec le dièse T ou le dièse F. Alors, par exemple, il y a des fonctions à l'intérieur de Scheme, la fonction symbole, le prédicat symbole, je devrais dire, qui permet de me dire si x est un symbole ou non, si c'est un nombre. On peut vouloir savoir si x s'évalue à nul, si c'est une paire. Mais pour ce qui est d'une paire, je vais y revenir. On n'a pas encore défini ce qu'était une paire en Lisp. On va y revenir. Une procédure, c'est-à-dire si x est une fonction, ou si x est une liste, ou si c'est simplement un atome, ça retournera vrai ou faux. Il y a aussi les tests d'égalité qui sont aussi des prédicats. Alors, il y en a quelques-uns en Scheme, il faut bien comprendre ce qu'ils font. On a le prédicat égal, bien sûr, qui permet de tester si deux nombres sont égaux. Alors, on peut aussi bien comparer directement deux nombres. Alors, 3 et 4 ne sont pas égaux, donc cela retournera faux. Mais évidemment, les expressions sont toujours évaluées. Alors, le égal plus 1, 3, donc il va falloir évaluer plus 1, 3 qui me retourne 4. Et effectivement, les deux résultats sont égaux. Alors, le égal ne peut être utilisé que lorsqu'on a des valeurs numériques. Alors, si je mets des expressions, des listes ou, par exemple, une chaîne de caractères, alors là, j'aurai une erreur. Donc, je ne peux pas utiliser le égal dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on a aussi défini d'autres tests d'égalité, le EQ et le EQV, qui sont essentiellement la même chose dans ce cas-ci. Alors, ces tests d'égalité-là vont comparer si les deux objets qu'on spécifie en paramètre pointent à la même adresse. En fait, sont contenus à la même adresse. On veut savoir s'il s'agit exactement du même objet. Donc, la comparaison se fait en comparant les adresses. Alors, par exemple, si je définis une liste AB et une autre liste AB, eh bien, ces deux listes-là sont deux listes distinctes à deux adresses différentes qui se trouvent à contenir les mêmes éléments, mais ils sont situés à deux adresses différentes. Donc, EQV va me dire que non, elles ne sont pas équivalentes. Par contre, si je définis X comme étant la liste AB, puis Y comme étant X, alors je suis en train de dire que Y et X, c'est le même nom pour la même liste AB. Alors, quand je fais mon EQV, ben, je vais obtenir vrai comme résultat. La différence entre EQ et EQV, c'est que EQV, on peut aussi l'utiliser quand on a des nombres ou des caractères. Puis dans ce cas-ci, on va faire l'évaluation des valeurs des deux atomes qu'on a spécifiés. Alors, quand je vais demander si EQV 3 et 3, est-ce que c'est la même chose? Il va me dire oui, pas parce qu'on pointe à la même adresse, mais parce que numériquement, c'est la même valeur. On a la même chose ici pour des évaluations d'expression, si c'était des caractères. On a aussi ici les chaînes de caractères, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne parce que quand on écrit textuellement une chaîne de caractères, on l'écrit deux fois la même. Alors, l'interpréteur Scheme va tout simplement attribuer la même adresse à cette même chaîne de caractères-là. C'est pour ça que EQV va me retourner vrai dans ce cas-ci. En fait, pour ce qui est de EQ, on n'a pas cette garantie-là de savoir qu'est-ce qu'on va obtenir si on spécifie des atomes à EQ. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne devrait jamais utiliser EQ si on veut avoir la possibilité de comparer des nombres et des caractères. EQ, ce n'est que pour comparer des adresses. Alors, le mot d'ordre, c'est en général de ne jamais utiliser EQ, mais d'utiliser plutôt EQV, qui me donne un peu plus de flexibilité. Alors, souvent, ce n'est pas les adresses qu'on veut comparer, mais on veut simplement savoir si deux représentations sont équivalentes. Alors, si j'ai la liste qui contient A1 et 2 et une autre liste qui contient aussi la même chose, je voudrais avoir un test d'égalité qui me donnerait vrai.
Alors ça, je peux le faire avec le equal. Alors le equal va me retourner vrai dans ce cas-ci. Et bon, alors, même chose cette fois-ci, si j'ai des chaînes de caractères. Alors ici, je fais appel à la fonction liste qui me retourne la liste 1, 2, puis je définis explicitement la liste 1, 2. Évidemment, ça va me retourner vrai. Ça me retourne vrai si c'est des atomes, si c'est des valeurs numériques, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai une bonne généralisation. J'aurai aussi un faux si je lui demande si la liste plus 1, 2 est équivalente à la valeur 3. Alors, puisqu'on a utilisé le quote pour ne pas évaluer le résultat de plus 1, 2, mais de tout simplement retourner la liste de 3 éléments 1 et 2, alors ces deux-là ne sont pas égaux, puisque dans un premier cas, on a une liste à 3 éléments, puis dans le second cas, on a une valeur numérique qui s'évalue à 3. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc, le equal va me dire qu'il n'y a pas équivalence dans ce cas-ci. Donc, le equal, la plupart du temps, c'est ce que vous voulez utiliser. Hein, on veut savoir si deux listes, deux expressions contiennent la même chose ou s'évaluent à la même valeur. Alors finalement, donc on va voir que quand on se définit des fonctions en scheme, une fonction en scheme, ce sera tout simplement l'appel à une autre fonction qui peut aussi appeler une autre fonction. Et ces fonctions-là seront souvent récursives pour pouvoir opérer sur un ensemble de paramètres. Alors, on va viser à se définir un programme scheme comme étant simplement une série d'appels de fonctions imbriquées. Ça veut dire qu'en général, pour faire de la programmation fonctionnelle, on ne va pas utiliser de boucle et on ne va pas utiliser de séquence. Alors, on va voir un peu plus loin qu'on va faire des exceptions à tout ça, mais une première exception qui est quand même très utilisée parce qu'elle est pratique, parce qu'elle permet de diviser notre programme en petits blocs, c'est l'utilisation de l'instruction begin qui me permet de faire l'évaluation d'une suite d'appels de fonctions. Alors, dans ce cas-ci, tout ce que je fais deux appels à la fonction print. Donc, mon bloc begin me définit une série d'appels qui vont être effectués l'un après l'autre. Ce n'est pas tout à fait conforme au paradigme de programmation fonctionnelle, mais c'est acceptable parce que souvent, quand on veut exécuter un programme, on va faire un pré-traitement, une lecture de fichiers, une interaction avec l'utilisateur, puis on va faire la tâche principale et finalement, on va sauvegarder les résultats. Donc souvent, ça va être un bloc comme ça de 3 éléments ou plusieurs qu'on va inclure dans un begin pour clairement montrer chacune des étapes importantes qu'on a à suivre pour réaliser notre opération. Alors, techniquement, le begin va toujours retourner ce que retourne la dernière fonction, la dernière expression. Mais très souvent, le begin, on ne va pas lire le résultat. Hein, ça sera tout simplement la séquence qu'on veut exécuter. Voilà. Alors, merci et à la prochaine leçon.